conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Au nombre des questions abordées, la loi de finances rectificative portant modification du budget pour l'année 2016, budget qui a connu une hausse de 352,5 milliards de francs CFA. La fête de la Tabaski, c'est dans 6 jours, mais les moutons sont vendus à des prix exorbitants. La Fédération de l'Union régionale des éleveurs et marchands de bétail plaide pour la réduction du prix de ces bêtes. Un accident s'est produit dans la ville de Dimbokro. Le pont ferroviaire sur le fleuve Mzi, vieux de plus de 100 ans, s'est écroulé sous le poids d'un train de marchandises. Le coup d'envoi sera donné ce soir pour les Jeux paralympiques de Rio au Brésil. 22 sports seront représentés à cette compétition. Bonsoir et bienvenue. Au palais présidentiel, le chef de l'État s'est entretenu avec le directeur général du groupe français international Colas, spécialisé dans la construction des routes. Ce groupe est présent en Côte d'Ivoire depuis 50 ans. Il entend participer au développement des infrastructures routières dans le pays. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Aboulin. Avec son expertise avérée dans le domaine des travaux publics et plus précisément dans la construction des routes, le groupe français international Colas se dit prêt à accompagner la Côte d'Ivoire vers le développement. Un engagement que son directeur général Thierry Junestar est venu confirmer ce mercredi au président Alassane Ouattara. J'ai eu le plaisir d'être reçu en entretien par son Excellence et ça nous a donné l'occasion de passer en revue plus de 50 années de collaboration entre Colas et la Côte d'Ivoire et de voir dans quelle mesure nous pouvons continuer à apporter notre savoir-faire, la grande qualité de nos travaux et participer pour les années à venir au développement des infrastructures ivoiriennes. Cet engagement de l'international Colas devrait trouver écho favorable auprès de l'État ivoirien. Le 3 août dernier, le gouvernement avait approuvé la mise en œuvre d'un ambitieux programme national de développement du réseau routier pour la période 2016-2025. Coût de ce programme, 3 360 milliards de francs CFA. Toujours au palais présidentiel ce matin, un conseil des ministres s'est appesanti sur diverses questions. Parmi ces préoccupations figure la loi de finances rectificative portant modification du budget pour l'année 2016. Il s'élève désormais à 6 165,8 milliards de francs CFA avec une hausse de 352,5 milliards de francs CFA. Le Conseil s'est aussi préoccupé de la matinée de mercredi qui sera désormais inclus dans le temps de travail des enseignants. Jérôme Kofi Aboulin. Il passe de 5 813 milliards de francs CFA à 6 165,8 milliards de francs CFA. Le budget 2016 connaît ainsi une hausse de 352,5 milliards de francs CFA à la suite du projet relatif à la loi de finances rectificative portant sa modification et rendu public ce mercredi en Conseil des ministres. Le budget 2016 avait été élaboré sur la base d'hypothèses relativement favorables, de hausse notamment de la production du cacao, de la bonne tenue de la production d'hydrocarbures, de la bonne évolution du commerce extérieur. Le nouveau budget, ou le budget rectificatif, s'établit donc à 6 165,8 milliards de francs CFA. Donc c'est la première fois que ce budget dépasse la barre des 6 000 milliards de francs CFA. Un conseil des ministres également préoccupé par la rentrée scolaire 2016-2017. Il a surtout évoqué l'occupation de la matinée de mercredi comme temps de travail pour tenir compte des normes internationales. Il a été décidé que le temps de travail d'apprentissage, qui était de 4 jours dans la semaine, passe désormais à 5 jours, ce qui correspond à 33 semaines dans l'année, soit 990 heures d'apprentissage. Il s'agit ici de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se rapproche des normes observées au plan international. Avec cette perspective, le ministère de l'Éducation nationale, par la voix de la ministre Kandia Camara, entend s'inscrire résolument dans la dynamique de l'Ivoirien nouveau, tel que le veut le président de la République, Alassane Ouattara. L'objectif de cette réforme, c'est l'amélioration de la performance du système éducatif, l'amélioration du niveau de nos élèves
et l'amélioration, évidemment, des résultats scolaires. Je voudrais faire remarquer que dans la quasi-totalité des pays, nous avons un régime pédagogique de 5 jours. Et à titre d'exemple, vous avez l'Allemagne, la France, 5 jours, le Bénin, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso. Pourquoi est-ce que nous prenons cette décision? Quand nous avons interrogé les enseignants, les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, les IEP, et les inspecteurs généraux disciplinaires, tous ont relevé le fait que dans l'emploi du temps de nos élèves, seulement 20 minutes étaient consacrées au français et aux mathématiques. 20 minutes d'apprentissage pendant 4 jours. C'est pour cette raison que nous avons décidé, tout en maintenant le régime pédagogique journalier, c'est-à-dire les 6 heures, d'occuper la demi-journée du mercredi pour faire en sorte que nous ayons au minimum 1 heure d'apprentissage en français, en écriture et en mathématiques. Et la ministre Kandia Camara de préciser que des rencontres en vue d'une sensibilisation sur l'occupation de la journée de mercredi se sont déroulées entre des membres de son cabinet, des enseignants, des syndicats, des parents d'élèves et des chefs traditionnels. Des échanges dans le cadre du dialogue permanent entre le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires sociaux. Dans exactement 5 jours, les musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. C'est le moment de s'offrir des moutons, mais cette année, ces animaux sont vendus à des prix élevés. Une situation qui préoccupe la Fédération de l'Union régionale des éleveurs et marchands de bétail. Elle plaide pour la réduction du prix du mouton. Grâce Kando. À 5 jours de la fête de la Tabaski, le parc à bétail de Port-Boué ne désemplit pas. Les autorités ivoiriennes apportent aussi leur contribution. Réduction du coût des enclos aménagés pour accueillir les bêtes, dispositions sécuritaires prises sur le parc à bétail, frais routiers allégés. Autant d'actions menées aux côtés des différents acteurs de la filière bétail. Des dispositions qui devraient permettre de revoir à la baisse le prix du mouton. Il fait un effort. Il y a des enclos de 30 000. Avant, c'était à peu près que c'est beaucoup ou pas beaucoup, il faut payer 200 000. On remercie le district et la mairie parce qu'on s'est battu chaque année pour ça. Et cette année, c'est fait. C'est l'appel que je peux lancer à tous les vendeurs de moutons, de tenir compte de ça. Vraiment de vendre pour que tout le monde puisse avoir son mouton. Parce que si on ne vend pas le mouton et qu'à partir du dimanche soir, le mouton reste sous la bras, tu es obligé de faire retourner au Mali ou au Burkina. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Tout le monde veut gagner l'argent, mais il faut voir un prix raisonnable pour que tout le monde puisse acheter le mouton à faire le sacrifice. Aussitôt l'appel lancé, cet imam dit avoir acheté 2 moutons à prix réduit. On nous a donné ce mouton à 75 000 francs, ce mouton à 70 000 francs. Vraiment, c'est bon. Le prix est abordable. Pendant que certains optent pour l'achat du mouton, d'autres préfèrent s'orienter vers les bœufs. Je préfère prendre au moins un bœuf à 300 000 ou 250 000 qui peut nourrir à 30 à 40 personnes dans la famille. Comme la viande aussi est beaucoup, donc ça va nous permettre de partager la viande à des voisins aussi, et les inviter. Un choix qui ne déteint pas sur la valeur spirituelle du sacrifice. L'islam a montré que vraiment, si tu as les moyens pour pouvoir tuer un mouton, tu peux immoler un mouton. Si tu as les moyens aussi pour immoler aussi un bœuf, tu peux acheter un bœuf aussi pour immoler. Si tu as les moyens aussi pour pouvoir tuer un cabri, immoler un cabri, tu peux faire. Quel que soit ça n'a qu'un chameau aussi, si tu as les moyens aussi pour pouvoir payer un chameau, tu fais. Tout ça, ça a été recommandé. Tout ce que tu pourras faire pour immoler une bête, tu le fais. La Tabaski est la fête la plus importante dans la religion islamique. Elle est aussi synonyme de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. La fête de la Tabaski n'est donc plus loin, mais un problème se pose. Elle coïncide avec la rentrée scolaire. Alors les familles sont confrontées à un dilemme. Faut-il investir dans la préparation de l'Aïd el-Kébir ou se concentrer sur la rentrée de leurs enfants? Moussa Konaté les a rencontrés. La période s'annonce très agitée pour certains parents. La rentrée des classes fixée pour le lundi 12 septembre, la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir à la même date. Des événements pour lesquels les parents retroussent les manches pour le bonheur des enfants. Pour ce guide religieux, aucune hésitation, l'école passe avant tout. Moi personnellement, j'ai opté
pour l'inscription de mes enfants avant la Tabaski. Bien vrai que les deux événements sont très très importants pour les enfants surtout, mais il faut dire que la scolarité pour moi est encore plus avantageuse. Priorité à l'éducation, pourtant dans les marchés, une autre réalité. Pour les vendeurs d'articles scolaires, c'est un moment de vache maigre, tandis que les commerçants de vêtements et les couturiers jugent la période moissonneuse. Ça ne marche pas. Là, on ne sent pas la rentrée, les gens ne viennent pas payer. On espère peut-être après la Tabaski, peut-être on va voir les clients. Sinon, actuellement, là, ça ne va pas. Habituellement, les fournitures, c'est actuellement que les gars achètent les fournitures. Mais cette année-là, ce n'est pas la même chose. La remarque qu'on a fait là, le marché est dû. Ça ne marche pas. On ne sait pas si c'est parce que les deux périodes là sont en même temps. Je ne sais pas si c'est à cause de la fête de la Tabaski. Mais vous constatez que voilà, les trucs qu'on a envoyés, ça c'est le premier stock là. Ce n'est pas encore fini. Tu vois, non? Oh, pourtant, habituellement là, tu vas voir qu'on a envoyé le troisième stock. Oh, c'est le premier stock. Il y a toujours clients. Actuellement, il y a les clients ici, vous voyez. Ils sont là pour la teinture, pour les bassins, riches, tout ça. Celui-ci, ça va. En ce moment, c'est habits de fête, je suis en train de faire. Les pères de famille, elles se soucient d'abord pour les enfants. Faire plaisir à son enfant pour la fête, opter pour les dépenses scolaires, les avis ne sont pas forcément tranchés. J'ai 6 enfants. J'ai 4 qui vont à l'école. Mais mon problème le plus fort actuellement, c'est la rentrée. Je préfère inscrire tous mes enfants actuellement. On a beaucoup de fêtes. Quand tu es en santé, c'est une fête. Quand Dieu va faire que la rentrée va très bien se passer, on va essayer d'organiser ici pour fêter avec la famille. Bon, ça ne nous arrange pas trop, mais on fait comment? On fait avec. On paye les deux. Papa paye un côté, maman paye un côté. On s'associe, on paye. Sinon, c'est pas facile, hein? C'est même pas facile. Les enfants, ils se regardent. Si ils voient que l'autre a porté basin, n'a pas porté basin, ah, maman, il veut ça. Ce n'est pas que l'enfant va dire que non, j'ai envie de ça, fais pour lui. Il faut payer habits d'école aussi, fourniture. On fait avec. Dépenses pour la rentrée scolaire ou pour la fête, tout compte fait, les seuls bénéficiaires demeurent les enfants dont l'épanouissement et la formation restent les préoccupations majeures des parents. Le pont ferroviaire sur le fleuve Nzi dans la ville de Dimbokro s'est écroulé. Ce pont est vieux de plus de 100 ans. Il s'est affaissé sous le poids d'un train de marchandises. Ce train, composé de 21 wagons, venait d'Abidjan en partance pour Ouagadougou au Burkina et transportait des produits alimentaires, notamment du riz, du sucre et des pâtes alimentaires. Kader Sogodougou. Dimbokro, un train de 21 wagons en provenance d'Abidjan et transportant diverses marchandises vers le Burkina Faso, n'a pas pu franchir le pont sur le Nzi. Un accident qui soulève beaucoup d'interrogations. Donc je voudrais savoir si les responsables de la Citaraï, sachant le poids de l'âge de ce pont, n'ont pas pressenti un tel incident. Les responsables de la Citaraï essaient tant bien que mal de donner des explications. Nous avons reçu les instructions fermes de notre directeur des structures d'exploitation qui a demandé absolument qu'on veille sur l'état de tous les ponts, tout ce que nous avons comme ouvrage. Et donc cela est fait de manière continuelle. La vérité sur l'écroulement du pont de Dimbokro est ailleurs. Les riverains se souviennent très bien que 5 heures avant l'accident du train marchandise, un autre accident avait eu lieu. Qu'est-ce que tu as vu? Bon, hier, environ de 9 heures, il y a un dressing qui passait. Dressing, c'est quoi? Dressing, la petite machine qui transporte les gars de Citaraï pour aller traverser les rails. Bon, arrivé, bon, le bras de la machine était débordé. Que le pont, bon, arrivé, ils sont rentrés, bon, ça a cogné le fer, puis c'était coincé dedans. Quand c'était coincé dedans, ils sont venus, ils sont montés, ils ont déchiré le fer dedans, puis la grésine est sortie. Bon, le pont même était déjà passé. Bon, ils ont dit que ça ne peut aller, puis après ça, à 15h10, on voit il y a une marchandise qui vient, arriver à ce niveau où ils ont démonté le fer, où la marchandise est tombée. Le pont sur le Nzi a été construit en 1910. À Dimbokro, les populations, par la voix de leur maire, plaident pour une célérité dans les travaux. Ce n'est pas facile, ça peut pas prendre, on ne peut pas me dire que ça va prendre que 2 jours, non. Je pense plutôt à plusieurs mois. Mais faisons de sorte que cela se fasse très rapidement. Le trafic ferroviaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est interrompu.
Les conséquences sur le plan économique sont énormes. Les pertes sont estimées à des millions par jour. Pour ce qui est de l'accident, on déplore 2 blessés, les 2 conducteurs du train. La nouvelle pharmacie de la santé publique était aujourd'hui le théâtre d'un incendie. Le feu a ravagé un entrepôt de stockage de cette structure. Pour en savoir plus, suivant ce reportage d'Éric Gori. Voici ce qu'il reste de la zone d'expédition de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, PSPC. Le bâtiment des produits pharmaceutiques prêts à l'expédition a été totalement détruit par le feu, emportant chambres froides et des dizaines de cartons de médicaments prêts à être livrés. L'incendie qui s'est déclenché vers 4 h du matin a été stoppé grâce aux portes coupe-feu du bâtiment et la promptitude des sapeurs-pompiers. Selon les responsables, il y a eu plus de peur que de mal. Le feu a été circonscrit. Il a permis d'avoir une petite quantité de stock qui était prêt à l'expédition, correspondant à 1 jour de livraison. Et plus de 95% des stocks sont disponibles et sont utilisables. Et dès cette heure, nous avons commencé à travailler en vue de la livraison à nos différents clients. Comme on le constate, le travail se poursuit à la nouvelle pharmacie de la santé publique. Le ministre de la Santé s'est rendu sur le terrain pour avoir plus de précisions. Ajoutons que les circonstances ne sont pas encore connues. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes. Grâce à la politique environnementale mise en place sur ces sites balnéaires en vue de lutter contre l'érosion, la Côte d'Ivoire a fait bonne impression à la conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique à l'île Maurice. Le pays a même été donné en exemple aux autres pays. Un autre bon point pour les Ivoiriens, l'utilisation des fours améliorés pour fumer le poisson. Victorine Yaoyoboui. La Côte d'Ivoire possède 550 km de littoral avec 5 points chauds qui sont Assini, Grand Bassam, Port-Boué, Grand Laou et San Pedro. Pour surveiller l'action de l'érosion côtière sur ces villes et communes, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place le système de gestion de l'information environnementale en impliquant les maires. C'est cette participation inclusive qui a été fort appréciée à la conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique à l'île Maurice. Le député maire de Grand Laou, Dia Jean, a été spécialement invité pour faire partager cette vision. Au-delà de Grand Laou, de la Côte d'Ivoire, où déjà le gouvernement ivoirien est sensibilisé sur la question, tous les pays africains qui sont présents à l'Institut de la Banque mondiale dans le cadre de ce grand forum, sur la nécessité de mettre en place un réseau au niveau des villes vulnérables, les villes côtières vulnérables, parce que nous avons les mêmes problèmes, mais malheureusement on n'a pas les moyens. Dans le cas d'un véritable réseau fort, nous pouvons avoir les moyens et on pourra mieux se faire entendre. Sur les 54 pays qui composent le continent africain, une trentaine ont une façade maritime et plus d'un tiers du produit intérieur brut de ces pays provient de cette zone. Ces chiffres expliquent bien pourquoi les États africains doivent se mobiliser davantage pour protéger ces côtes contre l'érosion. La Côte d'Ivoire s'y est engagée. Il reste maintenant à développer d'autres secteurs d'activité liés à la mer pour mieux profiter de l'océan. Autre succès de la Côte d'Ivoire salué à l'île Maurice, c'est l'usage des fours améliorés par les mareyeuses pour fumer le poisson. Le directeur général de la FAO a dit sa fierté que son institution accompagne la Côte d'Ivoire dans ce projet. Nous avons constaté que la Côte d'Ivoire perdait une grande partie de ses captures par manque de conservation. Alors, nous avons financé ce projet de fumoir amélioré avec les femmes qui a été mis en œuvre avec succès par le gouvernement. Oui, nous comptons le poursuivre et même l'implémenter dans les autres pays. La conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique a permis aux États côtiers et insulaires de l'Afrique de partager ce type d'expérience, de les mutualiser en vue d'obtenir des financements des bailleurs de fonds. Les bailleurs de leur côté assurent que le fonds vert est déjà disponible et attend des projets bien ficelés de nos États. S'il y a un aliment qui est très apprécié des Ivoiriens, c'est bien le riz. Le secteur de la production de cette denrée connaît des innovations. Le gouvernement assiste même les riziculteurs pour leur permettre d'obtenir du riz de bonne qualité. Comment se passe cette coopération entre État et riziculteurs? Quels sont les différents moyens utilisés par ces derniers pour cultiver leur riz? Éric Goré nous donne des réponses dans ce reportage. Bakayoko Salif est consommateur de riz local. Sa fréquence de consommation est de 2 fois par jour, midi et soir. Il adore consommer le riz local, mais il ne s'est jamais intéressé à la culture.
Comme lui, rares sont les consommateurs qui sont imprégnés des différentes étapes de transformation de cette denrée de première nécessité. Avant de se retrouver dans les assiettes, le riz local subit plusieurs transformations. Cap sur Divo, dans une rizière, à la rencontre de Soro Boukari, père de 2 enfants. Cette activité, il a apprise auprès de son géniteur. J'étais au nord, précisément à Silmentiali, où mon papa faisait le riz, au temps de la souderie. Et j'ai fait le riz avec lui. Ici, on le voit récolter son riz, qu'il entasse et sèche avant de se retrouver dans une usine de transformation pour obtenir du riz blanc. Boukari cultive son riz de façon traditionnelle, par faute de moyens. C'est la main nue, on travaille, on n'a pas de choses motoculteurs ou bien des trucs, des gens pour vous aider. Et nous n'avons pas de moyens. Kader est aussi riziculteur depuis 8 ans. Assisté et encadré par des structures techniques, il a opté pour la culture du riz de façon moderne. Aujourd'hui, il a plus de 21 hectares de riz. Avant, on faisait l'hectare, 1, 2, 3, 4 tonnes par hectare. Quand l'OND est arrivé, l'OND nous a montré des stratégies. On fait 7 tonnes par hectare. Je n'ai pas moins de 800 à 900 000 francs à chaque 3 mois. Cette culture moderne permet de produire du riz de bonne qualité en quantité. Mais pourquoi cette différence dans la production du riz? Réponse avec le directeur général de l'Office national de développement de la riziculture, ONDR. La différence est un peu due à l'insuffisance des moyens de l'ONDR. C'est très important. L'ONDR est en charge de prendre en compte l'ensemble des riziculteurs de Côte d'Ivoire, de les amener à mettre à disposition des Ivoiriens du riz qui est bon à manger. Pour aménager un bas-fond, les montants sont tellement importants que l'État ivoirien fait appel aux partenaires extérieurs qui nous aident à faire des barrages. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 200 000 hectares de bas-fonds qui ne sont pas encore aménagés, faute de moyens. Un mot de transport, le règlement de l'UEMOA relatif aux véhicules poids lourds de transport de marchandises va être appliqué le 1er octobre prochain. Les normes de procédure de contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu de ces véhicules vont être harmonisées. Le patronat des entreprises de transport routier a décidé de donner l'information aux transporteurs de plusieurs régions. Léon Brou. Ibrahim et Norbert assurent la ligne Boaké-Katiola. Les surcharges et surpoids, ils en pratiquent souvent. Moi, j'ai prends 6 passagers avec tous ces bagages. Avec les bagages là, c'est surcharge, on sait. Mais on va faire comme on est obligé. Parce que si on ne fait pas ça aussi, on ne peut pas avoir nos recettes. Pourtant, que de conséquences, surtout s'agissant de véhicules lourds. Inconfort de passagers, usure des engins et des routes. Fin donc des surcharges et surpoids le 1er octobre 2016. Le règlement 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge des véhicules lourds entre en vigueur. Message du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire aux acteurs de Béquet, Ambol, Ifou et Bélier. Nous conseillons aux transporteurs, aux conducteurs routiers de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'au lieu d'embarquement de la marchandise, ils s'assurent qu'ils ont été pesés conformément aux dispositions de l'UEMOA et qu'ils prennent le ticket de pesage qu'ils présenteront à tous les contrôles. Objectif, confort de passagers, santé des infrastructures routières et du parc automobile ivoirien, voire de l'espace UEMOA. Les transporteurs sont unanimes, mais appellent l'État et autres émetteurs de marchandises à s'équiper en matériel de pesée pour la mise en œuvre effective de la mesure communautaire. Aussi abordé à cette rencontre, la concurrence déloyale, l'itinéraire des véhicules de l'Interland, des difficultés du secteur du transport. Dans le domaine de la justice, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est désormais placée sous la houlette d'un Ivoirien. Il se nomme Sylvain Auré. Il a été élu président le lundi 5 septembre dernier à Arusha, en Tanzanie. Sa mission, insuffler une nouvelle dynamique à l'institution africaine. Adama Koni. Les juges africains viennent de choisir un Ivoirien comme président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le juge Sylvain Auré, élu lors de l'assemblée tenue le 5 septembre dernier à Arusha en Tanzanie. Sylvain Auré, après 6 ans de présence dans l'institution,
a convaincu ses pairs par sa maîtrise des rouages de la cour, par sa vision d'une culture pérenne des droits de l'homme en Afrique. En renouvelant les instances dirigeantes, il s'agit d'insuffler une nouvelle dynamique à l'institution. Désormais à la tête d'une équipe de 11 juges, l'Ivoirien Sylvain Auré devra compléter et parachever le mandat de protection de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette mission, il la mènera secondée par un juge kényan, Ben Kioko, en mettant un accent particulier sur les droits des femmes, comme voulu par la Cour depuis sa création il y a une dizaine d'années. La Cour peut examiner des affaires et contentieux liés à l'interprétation et l'application de la Charte africaine, du protocole relatif à la Cour et de tout autre instrument des droits de l'homme. La Cour a aussi compétence pour régler à l'amiable toute affaire pendante devant elle. À l'étranger, une délégation de l'Union africaine s'apprête à intervenir dans la crise gabonaise. Elle devrait arriver au Gabon dans les plus brefs délais pour tenter un début de médiation dans la crise politique que connaît le pays depuis la réélection contestée d'Ali Bongo Ondimba. Michel Digri. La situation politique au Gabon ne laisse guère indifférente l'Union africaine. Elle se dit prête à envoyer une délégation à Libreville pour tenter de dénouer la crise post-électorale. En attendant cette médiation, Ali Bongo et Jean Ping s'accusent mutuellement de fraude. Dernier épisode de ce bras de fer, le recomptage des voix. Nous disons, comptage bureau de vote par bureau de vote, il faut que cela soit fait là où les problèmes se sont produits. Et les problèmes se sont produits à la CENAP. La CENAP n'a pas achevé son travail. Il faut que la CENAP reprenne son travail en procédant à ce comptage. C'est une position très claire. Pour Ali Bongo, tout recours doit se faire devant la Cour constitutionnelle. Il s'agit de respecter la loi. Certains noms ne peuvent pas prétendre méconnaître la loi. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle que l'on compte et que l'on fait le recomptage des bureaux de vote. Les deux camps restent campés sur leur position. La délégation de chefs d'État africains et de représentants de l'Union africaine et des Nations unies, attendue dans les plus brefs délais, devrait tenter de jouer les bons offices. Théodorin Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale, accusé de s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France, a été renvoyé en correctionnel ce mercredi, ouvrant la voie au premier procès français des biens mal acquis. L'instruction a permis d'établir qu'il avait acquis en France entre 2007 et 2011, soit directement, soit par l'intermédiaire de prêts tenant aux sociétés écrans, un patrimoine mobilier et immobilier évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros selon les juges. L'accusé s'est constitué ce patrimoine alors qu'il occupait le poste de ministre de l'Agriculture et des Forêts. En sport, c'est reparti pour les Jeux olympiques de Rio. Les Jeux paralympiques commencent ce soir. L'événement se déroule du 7 au 18 septembre 2016. 22 sports, dont 2 nouveaux, le canoë-kayak et le triathlon, seront représentés. Cathy Touré. Elle sera la première des éléphants à fouler la piste à ces Jeux paralympiques 2016. À Rio, Fatim Diasso est alignée aux 100 mètres, 200 mètres et au saut en longueur. C'est aux 100 mètres que l'Ivoirienne démarre ce jeudi 8 septembre. C'est vrai qu'il y a le stress qui commence à monter, mais on essaie de pallier à tout ça et de donner le meilleur de nous-mêmes. Classée dans la catégorie T11, c'est-à-dire personne non-voyante, la 5e mondiale du 100 mètres ne compte pas se laisser faire, soutenue par son guide. Ma force aujourd'hui, je vais dire quoi, c'est mon guide déjà, et puis c'est la volonté, le travail, tout le travail qu'on a battu durant le début de l'année, et j'espère que c'est le moment que ça paye, et j'espère qu'il va payer en ce moment-là. Le guide, lui, il permet à l'aide d'une corde, courir avec l'athlète. Et puis le guide est 2 fois plus supérieur que l'athlète, afin que la coordination puisse bien se dérouler. Un titre olympique serait le plus grand pour la championne de France 2013 du tripsaut, vice-championne d'Afrique au 100 et 200 mètres et championne de France 2015 du saut en longueur. Ici en Côte d'Ivoire, le complexe sportif de Sol-Béni a accueilli l'Assemblée générale et élective de l'ASEC Mimosa, ce conformément au texte. Maître Roger Ouignet a été élu pour la 7e fois consécutive. Sébastien Ouignet, Arsène Kwasi.
Sans surprise, Maître Roger Ouegné rempile pour un nouveau mandat. Il a été réélu pour la 7e fois consécutive à la tête du conseil d'administration de la SEC Mimosa, face aux inconditionnels supporters et membres actifs du club jaune et noir. Benoît You, directeur de la SEC Mimosa, a d'abord dressé le rapport moral, sportif et financier de l'exercice 2015. Un bilan sportif et financier peu reluisant, avec aucun titre et une perte de 99 687 076 francs CFA, soit 9 millions de plus qu'en 2014. Prenant la parole après cette réélection, le président sortant et entrant se dit déterminé à poursuivre l'œuvre. Cette élection n'est pas anodine. Elle détermine le destin de notre association. Maître Roger Ouegné n'a pas manqué de révéler de grands projets en vue avec la construction d'un nouveau site à Bingerville, après Sol-Béni, nommé Borobata. Borobata va s'étendre sur une superficie de 4,5 hectares et sa construction débutera dans 18 mois. Ce complexe comprendra 3 terrains d'entraînement, une salle de musculation, une salle couverte, omnisport, 2 piscines, un internat, une salle de classe pour l'académie, des chambres pour les mises au vert de l'équipe professionnelle et un bâtiment administratif. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.